L'intersaison NBA 2025 a été riche en surprises et en transferts majeurs. Discutons-en sans plus attendre. La plus grande nouvelle de la Free Agency NBA est que Damian Lillard n'est plus un Milwaukee Buck, mais que Miles Turner l'est maintenant. J'ai réalisé une analyse vidéo complète sur le sujet, mais impossible d'évoquer la Free Agency sans en parler. Je trouve complètement dingue que les Milwaukee Bucks paient environ 50 millions de dollars à Miles Turner pour les saisons à venir. En considérant ce qu'ils paieront à Damian Lillard sur leur masse salariale suite à son départ et l'étalement de son contrat, je dois préciser. Si vous ajoutez cela au salaire de Miles Turner, ils payent essentiellement 50 millions de dollars pour lui. Pour compléter une équipe avec Kyle Kuzma autour de Giannis et Bobby Portis dans la raquette, je ne comprends pas. Je comprends que c'est difficile à dire, mais d'un point de vue construction d'équipe, échanger Giannis maintenant est simplement la bonne décision. Ils empirent les choses et les gens agissent ainsi. 20 millions de dollars sur leur masse salariale et leur plafond salarial pour les prochaines saisons, ça ne va tout simplement pas compter? Bien sûr que si, ça va absolument compter. Comme mentionné, j'ai traité ce sujet plus en détail dans une autre vidéo. Je n'aime vraiment pas ce choix pour Milwaukee. L'un des autres mouvements aussi qui n'est pas nécessairement lié à la Free Agency. Je pense quand même qu'il faut le mentionner car cela s'est produit à cette période. C'est l'échange de choix de premier tour entre Cam Johnson et Michael Porter Jr. qui a eu lieu entre Denver et Brooklyn. Encore une fois, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet si vous voulez en savoir plus en détail, mais j'adore ce mouvement pour les deux équipes. Je comprends le choix de Denver d'ajouter Cam Johnson, il s'intègre parfaitement à leur style de jeu. Il est aussi moins cher que Michael Porter Jr. et les Nets récupèrent peut-être ce futur choix de premier tour. Peut-être qu'ils pourront échanger Michael Porter Jr. à un moment donné dans le futur, mais même si Michael Porter Jr. ne joue aucun match pour les Nets, je pense quand même que c'est un échange absolument gagnant pour eux. Ces deux mouvements sont à noter. Pour plus de détails, consultez les vidéos complètes. Passons maintenant à d'autres actualités, comme la prolongation de contrat de Jaren Jackson Jr. C'est un contrat énorme qui a surpris beaucoup de monde. Il se passe beaucoup de choses à Memphis pendant cette intersaison. Bien sûr, il y a eu l'échange de Desmond Bane, et je pense qu'une partie de la raison de cet échange était cette prolongation imminente de Jaren Jackson. Je pense que l'aspect le plus important, c'est qu'ils ont reçu une très bonne offre d'échange d'Orlando, mais ils ont dû se séparer de Bane. Se débarrasser de ce salaire leur permet de renégocier et de prolonger Jaren Jackson Jr. avec un nouveau contrat énorme. Au début, beaucoup ont réagi en disant que c'était beaucoup d'argent pour Jaren Jackson. Mais il aurait pu simplement partir en tant qu'agent libre en 2026. De nombreuses équipes de la Ligue auront une marge salariale et se préparent pour un été important en 2026. Memphis ne pouvait pas simplement proposer une prolongation classique à cause de son faible salaire cette année. L'échange des capitales a permis à Bain d'avoir plus de flexibilité, renégocier et prolonger son contrat est donc crucial pour Memphis. Et ça met un peu fin à toutes les rumeurs du genre « Oh, ils ont échangé Desmond Bane, est-ce qu'ils vont échanger Jaren Jackson? Est-ce qu'ils vont échanger John Moran ?» Parce qu'ils ont aussi ajouté des gars comme Ty Jerome et ont fait revenir Santi Aldama, tous les deux avec des contrats plutôt avantageux. Je comprends la panique concernant le montant total pour Jaren Jackson, mais il est vraiment bon, et je l'apprécie. Même en remontant jusqu'à la draft, ça ne me dérange pas. Même si le salaire peut sembler élevé, je pense que cela est compensé par la qualité des contrats en termes de valeur ajoutée. Selon Memphis, Aldama pourrait être le 3e ou 4e meilleur joueur de l'équipe la saison prochaine, avec un salaire annuel de 17 millions de dollars. Dans le contexte actuel, avec l'augmentation continue du plafond salarial, ce contrat n'est pas si mauvais pour lui. Ty Jerome correspond parfaitement à leurs besoins. Depuis le départ de Tyus Jones, ils recherchaient ce créateur et organisateur supplémentaire. Un gars derrière, Ja Morant. Ty Jerome n'est pas un passeur hors pair, mais c'est un créateur et un shooter. Avec les pertes subies cet été, le recrutement de Ty Jerome est vraiment bénéfique pour le périmètre. J'aime ce que Memphis a fait pendant la Free Agency. Un autre gros mouvement surprenant à venir est le départ de Dorian Finney-Smith pour Houston. Houston a prolongé Steven Adams et fait venir Clint Capella cette intersaison. Mais Finney-Smith est clairement le plus gros mouvement sur la table. Beaucoup s'attendaient à ce que les Lakers garantent simplement le joueur, soit en le voyant activer son option, soit en lui faisant signer un nouveau contrat. Houston surprend en utilisant une exception de niveau intermédiaire pour recruter Finney-Smith avec un contrat de 4 ans. C'est à peu près ce qu'il allait toucher avant, peut-être un peu moins, mais cette sécurité à long terme et l'argent total suffisent à le convaincre d'aller à Houston. Et Houston continue de constituer un effectif vraiment intéressant et profond autour du tout nouveau Kevin Durant. Si nous devions noter l'intersaison, ce que je ferai plus tard. Les Rockets méritent un A+ pour avoir ajouté de la profondeur sans trop sacrifier pour acquérir Kevin Durant. Et ils sont tout simplement très bien construits, et honnêtement construits d'une manière. Ça me rappelle une équipe comme Oklahoma City qu'on a vu dominer en défense toute l'année, dont la profondeur et la polyvalence les ont vraiment aidés tout au long des playoffs. Ce n'est pas exactement le même niveau, mais en re-signant Jabari Smith, en continuant d'ajouter dans le front-court avec Vinnie Smith, Steven Adams et Clint Capella, et avec Alperen Sengun toujours là. Ils ont une grande variété de compositions possibles, et j'adore tous ces mouvements à Houston. Je n'étais pas le seul à me poser la question, mais je me questionnais vraiment à ce sujet.
Quand ils ont ajouté Capella et qu'ils ont fait revenir Stephen Adams, je me demandais, est-ce que ça veut dire que Sengun pourrait potentiellement partir ailleurs? Avec tous les joueurs qu'ils ont dans le front-court, Finney-Smith, Kevin Durant, Sengun, Stephen Adams, Clay Capella, Jabari Smith, ça fait beaucoup de monde à cette position. Évidemment, ils pensent qu'ils peuvent un peu jouer grand. Ils peuvent mettre Kevin Durant en 3 assez souvent, même s'il ne l'a pas fait autant récemment dans sa carrière. Mais ça me fait quand même me poser des questions. Pour l'instant, ils semblent camper sur leur position, mais j'apprécie les mouvements de Houston. Il y a une logique du début à la fin. La free agency a été marquée par de grosses prolongations, et c'était certainement le cas à Minnesota, où ils ont prolongé Naz Reid et Julius Randle avec de gros nouveaux contrats. Et ils perdent Nickeil Alexander-Walker pendant la free agency, ou plutôt dans un sign and trade, mais en réalité pendant la free agency, afin de pouvoir se permettre à la fois Reid et Randle. Il se rend finalement à Atlanta. Discutons d'abord de la situation à Minnesota, dont nous avions parlé dans une vidéo précédente sur leur intersaison. Il leur serait presque impossible de garder Reid, Randle et Nickeil Alexander-Walker, tout en restant sous le deuxième seuil salarial, et ils tiennent absolument à rester sous ce deuxième seuil, parce que cela limite énormément leur flexibilité. Au final, ils choisissent Nickeil Alexander-Walker pour partir. Ils ont d'autres joueurs prêts à prendre la relève derrière lui, et gardent Reid et Randle pour renforcer la raquette autour de Rudy Gobert. Ils ont tenté d'obtenir Kevin Durant pendant l'intersaison, mais ont préféré la flexibilité offerte par Reid et Randle en termes de composition d'équipe, ainsi que le fait d'avoir ces deux salaires si séparés, plutôt que l'énorme salaire de Karl Anthony Towns qu'ils ont échangé il y a 1 an. Avoir ces deux éléments séparément plutôt que Towns ensemble leur donne la flexibilité qu'ils souhaitent pour les prochaines années de l'ère Anthony Edwards. Ces deux contrats ne sont pas si complexes à transférer. Malgré les critiques en ligne sur l'ampleur du contrat de Naz Reid, c'est en réalité le tarif normal pour un joueur de son niveau. Je sais que ça paraît fou de voir un montant de 25 millions de dollars pour un joueur à 6 millions, mais comme le plafond salarial continue d'augmenter. Et comme des gars comme Shai Gilgeous-Alexander et Devin Booker signent des contrats de plus de 70 millions par an, le contrat max en NBA n'est plus de 39 ou 40 millions de dollars. Il faut continuer à augmenter l'échelle. 25 par rapport à 70, c'est comme 12 par rapport à quand le contrat max était de 35 ou 40. C'est là où nous en sommes. J'apprécie ces deux contrats pour Minnesota. C'est une manière de dire « poursuivons sur cette voie ». Mais tout en gardant cette flexibilité pour faire d'autres mouvements. Et dans une intersaison un peu étrange où ils avaient beaucoup de choses à gérer, j'aime bien leur choix. Maintenant, malgré les nombreux aspects positifs, explorons maintenant davantage le côté négatif. Je suis un peu confus concernant les décisions en matière d'agents libres de deux équipes, notamment les Raptors de Toronto. Ils ont re-signé Jakob Poeltl avec une autre énorme prolongation de contrat. Et ils continuent simplement de faire ça pour pratiquement tout leur effectif, pour tous les joueurs de leur équipe. C'est au moins un minimum significatif pour leur futur à long terme. Ils distribuent simplement beaucoup d'argent, et ils ont cette équipe extrêmement coûteuse, ce 5 majeurs extrêmement cher, qui gagne 34-35 matchs à l'Est. Malgré leurs blessures et leur manque de motivation par le passé, ils pourraient tenter de gagner cette année et se transformer en une équipe de 45 victoires. Brandon Ingram, Scottie Barnes, Jakob Poeltl, R.J. Barrett, Emmanuel Quickley sont tous d'excellents joueurs. Individuellement, ils ne s'accordent pas vraiment ensemble. Je doute qu'ils t'emmènent loin dans la conférence Est, et ils sont tous assez chers. Cela s'ajoute maintenant à la situation avec Jakob Poeltl, qu'ils apprécient grandement. Ils l'avaient à sa draft, puis l'ont échangé, et lui ont ensuite accordé 2 prolongations. Pour moi, c'est beaucoup pour quelqu'un qui est à peine le 15e meilleur pivot de la ligue. Ça semble cher pour un joueur qui aurait pu avoir de la valeur dans un échange. Je m'interroge sur la stratégie de Toronto. Je crois qu'eux aussi, car ils sont désormais sous une nouvelle direction dans les bureaux suite au départ de Masai Ujiri. Un autre mouvement que je n'ai pas apprécié, c'est Dennis Schroeder, qui signe à Sacramento pour 3 ans et 45 millions. Et c'est juste ironique qu'ils aient désespérément besoin d'un meneur de jeu cet été parce qu'ils avaient Tyrese Haliburton et Aaron Fox dans l'effectif et ils ont échangé les deux. Ils tentent probablement de se séparer de joueurs comme Malik Monk pour pouvoir signer Dennis Schroeder, j'imagine. Malgré tout, ils ont réussi à conclure l'échange en envoyant Valanciunas et Saric aux Denver Nuggets. Mais finalement, selon moi, Dennis Schroeder ne mérite pas un tel salaire. Il est bon, il a été solide pour Detroit. Je pensais vraiment qu'ils allaient essayer de le garder. Ils ont jugé que leur argent serait mieux investi ailleurs. À ce stade, Dennis Schroeder est simplement plus utile comme remplaçant. Il ne t'aidera pas vraiment à gagner autant de matchs que tu le penses. Et je n'aime pas vraiment ce chiffre pour Sacramento et ça donne l'impression d'un « oh mon Dieu ». On a maintenant besoin d'un meneur de jeu dans notre équipe avec Levine, DeRozan et Malik Monk. C'est un bonus et on a besoin de quelqu'un d'autre. Ça ne semble pas être un bon ajustement. Je ne l'aime pas pour ce montant. Revenons à certains mouvements que j'ai faits, comme Nickeil Alexander-Walker à Atlanta. Il faudra faire une vidéo complète sur l'intersaison d'Atlanta, car s'il fallait la noter, elle obtiendrait un A+. J'apprécie grandement son intégration à Atlanta.
Je le voyais comme l'un des agents libres majeurs de l'intersaison. Il obtient même un peu plus que cette exception de niveau intermédiaire accessible à la plupart des équipes. Ce montant sera vraiment utile à Atlanta, peut-être même pour de futurs échanges. Ou s'ils veulent vraiment faire un gros coup pour quelqu'un comme Giannis, ils sont prêts à l'échanger. Zachary Richiche ou n'importe qui d'autre, comme Alexander Walker, peut prendre la relève. J'adore ce qu'Atlanta a fait lors de la draft en bougeant et en récupérant ce futur choix des Pélicans. Ils poursuivent l'ajout d'excellents éléments comme Alexander Walker. S'ensuivent quelques mouvements mineurs de vétérans. Le transfert de D'Angelo Russell à Dallas n'a pas été très discuté. Bien que je ne sois pas un fan de D'Angelo Russell, je pense qu'il est idéal pour répondre aux besoins de Dallas. L'équipe a besoin d'un leader capable de marquer des points en attendant le retour de Kyrie Irving quand cela arrivera. Lorsque cela arrivera, ils auront besoin de quelqu'un qui peut simplement passer sur le banc et jouer 18 minutes par match. Et D'Angelo Russell est parfait pour ce rôle. Si je suis aux Mavs, je ne veux pas trop d'implication de Spencer Dinwiddie en début de saison. Et c'est ce qu'ils regardaient avant en ajoutant D'Angelo Russell. C'est un prix vraiment raisonnable. J'aime le potentiel de ce mouvement pour Dallas. Quand Kyrie reviendra, s'il est bon, ils auront une grande profondeur et Delo n'aura pas besoin de jouer autant. Au début de saison, il jouera probablement 30 minutes par match par nécessité. J'apprécie ce mouvement pour eux. J'aime aussi Brook Lopez avec les Clippers. Les Clippers agissent un peu discrètement, essayant de faire leurs petits mouvements. Ils ont re-signé James Harden avec un gros nouveau contrat. Et j'aime tout simplement la polyvalence et l'unicité de Brook Lopez dans cet effectif des Clippers. Ils ont plusieurs gars qui peuvent bien défendre et qui sont de bons athlètes, mais peut-être des tireurs douteux. Lopez est un joueur qui tentera 5 tirs à 3 points par match, à l'opposé du style de jeu de Zubac, ce qui peut vraiment aider l'équipe. Dans la raquette, quand Zubac risque potentiellement d'avoir des problèmes de faute, ce qui lui arrive souvent. Face à certains pivots redoutables à l'ouest, j'apprécie ce choix des Clippers. Passons maintenant aux étrangetés de Détroit. Le futur de Malik Beasley dans la NBA est incertain en raison de sa situation actuelle. Selon les informations, Détroit a simplement annulé le contrat et allait le faire revenir. Ils ont dépensé un peu moins pour acquérir Duncan Robinson, renforçant ainsi leur tir extérieur. L'année dernière, Détroit nous a appris que Cade Cunningham aura surtout besoin d'espace et de tir, ce que Duncan Robinson apporte assurément. Voici où nous en sommes avec une Free Agency 2025 assez folle et mouvementée jusqu'ici.